Bien, mes chers collègues, on a laissé un peu de temps de latence pour que les formalités de signature, de réception de documents d'installation soient accomplies pour tous les élus. Je propose donc maintenant de rejoindre votre place afin que nous démarrions nos travaux. Et je vais demander à Florian Delrieux, si vous en êtes d'accord, d'assurer le secrétariat de séance. Très bien. Donc je lui demande de procéder à l'appel nominal. Bonjour à tous, chers collègues. Donc, Monsieur Jean-Luc Moudinque, Madame Marion Lalanne de Lobadère, Monsieur Jean-Michel Latte, Madame Laurence Katzenmeyer, Monsieur Soufiane Oumia, Madame Souela Marty, Monsieur Olivier Arsac, Madame Nicole Yardeni, Monsieur Émilion Esnault, Madame Alexandra Leliette, Monsieur Michel Lacroix, Madame Cécile Dufraisse, Monsieur Sacha Briand, Madame Julie Escudier, Monsieur Jean-Jacques Bolzan, Madame Valérie Jacquet-Violot, Monsieur Pierre Espuglas-Labattu, Madame Charlotte Pugeot, Monsieur Philippe Accard, Madame Maroua Boussaïda Silla, Monsieur Djilali Layani, Madame Julie Servat, Monsieur Maxime Boyer, Madame Claire Nison, Monsieur Jean-Charles Pitot, Madame Fela Halal, qui est absente, donne pouvoir à Madame Boussaïda Silla, Monsieur Christophe Alves, Monsieur Jean-Paul Bouche, Madame Annick Amigo-Bouissou, qui est absente, donne pouvoir à Monsieur Dunal, Madame Régine Cochet, Monsieur Thierry Saint-Tous, Monsieur Henri Delagoutine, Monsieur Jean-Baptiste Descorail, Madame Ingrid Bergmann, Madame Nathalie Capdevielle, Monsieur Bertrand Serp, Monsieur Jean-François Portarieux, Madame Anna-Maria Tripichot-Rogier, Madame Isabelle Ferrer, Monsieur Johnny Dunal, Madame Sonia Guillemet, Madame Marine Lefebvre, Monsieur Éric Jean-François, Madame Stéphanie Respo-Ezard, Monsieur Gaëtan Cognard, Monsieur Guillaume Duval, Madame Niadang Ousmane, Madame Magali Dat, Monsieur Clément Riquet, Madame Nadia Soucy, Madame Laura Vercaren, Monsieur Anthony Lautrec, Monsieur Florian Delrieux, ici présent, Monsieur Salah Amokrane, Monsieur François Briançon, Madame Isabelle Hardy, Monsieur Régis Godec, Monsieur Maxime Letexier, Madame Hélène Cabane, Madame Ilham Greffy, Monsieur Vincent Gibert, Monsieur Ahmed Darour, Madame Anne-Sophie Desurgy, Monsieur François Picmal, Madame Agathe Roby, Madame Madeleine Parpé, Madame Victoria Scampa, Madame Inès Goffre-Pedrosa, Monsieur Julien Cadieux. Merci. Le quorum étant atteint et largement, je déclare ouverte la séance du Conseil municipal. Alors, c'est une séance d'installation, ce n'est pas une séance de délibération classique ou de débat. C'est la raison pour laquelle je ferai un propos introductif bref. D'abord pour remercier les élus de la majorité qui sont pourvus de délégation depuis vendredi dernier de s'être mis au travail, comme nous l'avions dit aux Toulousains, de s'être mis au travail tout de suite. Et je les encourage, bien évidemment, à parfaire cette installation. Quelques points d'actualité, redire, on en a souvent parlé ici, notre préoccupation et en même temps notre mobilisation sur les questions relatives à l'éducation. Alors, ce sont des questions qui concernent l'éducation nationale, mais vous le savez,
nous souffrons d'un manque critique d'enseignants, d'un manque critique également d'AESH. Nous nous sommes très fortement mobilisés depuis des mois et des mois à ce sujet. Vous le savez, serait annoncée la suppression de 17 postes sur l'ensemble de la Haute-Garonne en ce qui concerne le nombre d'enseignants. Nous n'avons pas, à l'intérieur de ce chiffre, la part de Toulouse. Nous aurons bientôt, ce mois-ci, un CDEN qui sera réuni et nous y serons, bien évidemment, pour défendre les petits Toulousains et les enseignants et combattre toute fermeture de classe injustifiée. Nous le ferons dans un esprit à la fois offensif et constructif, en essayant de trouver des solutions. Bonne nouvelle également pour Toulouse en ce qui concerne la santé féminine, puisque vient de sortir un classement par le magazine Femmes Actuelles, qui situe Toulouse à la 4e place derrière Bayonne, Bordeaux et Lille, avec pas moins de 17 indicateurs sur ces sujets-là. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement encourageant. Encourageante est également la distinction que nous recevons de la Fondation IFRAP, qui a classé les plus grandes villes, c'est-à-dire les villes de plus de 151 000 habitants, pour apprécier leur gestion, là aussi avec des critères divers et variés, la dette, la fiscalité, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement. Et Toulouse se trouve la 3e ville la mieux gérée de France. Donc c'est quelque chose de positif. Positive également est l'élection d'un nouveau maire à Bordeaux. Je salue avec joie l'élection de Thomas Cazenave, qui, vous le savez, est un fidèle soutien de la LGV. Le fait d'avoir aux deux bouts de la ligne des municipalités clairement favorables à la LGV constitue un encouragement supplémentaire qui s'ajoute aux décisions récentes et nombreuses de la justice administrative ayant une nouvelle fois repoussé tous les recours des opposants. Et donc, je souhaite que les liens entre nos deux grandes villes et nos deux métropoles soient renforcés à cette occasion. Des échos également d'ouverture récente de parcs et de jardins. Vous savez que nous sommes engagés dans une dynamique de végétalisation de la ville comme jamais Toulouse n'en a connu, avec des réalisations concrètes et notamment des échos très favorables du public toulousain, comme suite à l'ouverture du parc Pico de la Pérouse, au cœur de l'île du Ramier. Les Toulousains de toutes générations, de toutes origines, de tous quartiers s'en emparent, les familles en particulier. C'est un parc de 7 hectares. Je rappelle, 31 000 arbres et arbustes ont été plantés, ainsi que 25 000 plantes vivaces et grimpantes, avec une grande aire de jeu pour les enfants qui connaît un succès immédiat et considérable. Éco-favorable aussi d'une autre opération qui concerne les quartiers de Toulouse, les berges du Touche. Nous avons ouvert les berges du Touche dans le cadre du grand parc du Touche. Là aussi, les familles, les Toulousains de toutes générations et de toutes origines profitent de cette ouverture. Écho également favorable du jardin partagé Les Millefeuilles à Croix-Dorade, qui a été ouvert quelques jours avant les élections, donc il n'y a pas eu d'inauguration officielle. C'est un lieu de vie nouveau dans le quartier. C'est le 32e jardin partagé de Toulouse. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2007, il y en avait 7 seulement. C'est dire le chemin parcouru, avec là aussi une écologie de solutions, une écologie de projets concrets, et non pas une écologie de slogans, de postures et d'idéologie. Au total, c'était le 15e jardin partagé de la mandature précédente. Bonne nouvelle dans le domaine de l'aéronautique, c'est l'occasion
de saluer une nouvelle fois notre champion Airbus qui vient de décrocher 2 commandes très importantes. Une commande de 15,8 milliards d'euros, c'est des A320 Neo, plus de 100, qui ont été commandés par la compagnie China Eastern Airlines, des livraisons qui sont prévues entre 2028 et 2029, et puis une deuxième commande, 7 milliards de dollars, cette fois-ci pour 20 A350F Cargo, qui ont été commandés par la compagnie Air Atlas, avec des perspectives de livraison situées entre 2029 et 2034. Donc là aussi, la compétitivité de notre pays, de l'Europe et l'excellence toulousaine dans ce domaine-là sont confortées. Ce sont des signaux très très forts. Également un mot sur Aura Aéro. Aura Aéro poursuit la construction de son projet avec de belles perspectives. D'abord, elle a enregistré une première commande commerciale de son avion hybride de portée régionale, l'ERA, c'est l'avion de 19 places. Et puis, il y a peu, Aura Aéro a obtenu le permis de construire sur Francazal, donc dans cette zone d'activité qui est un campus que nous aménageons au titre de la métropole. C'est un site de production d'environ 50 000 m², donc c'est considérable avec la perspective de 1800 emplois à terme, une mise en service à l'horizon de 2028, et donc là aussi, Toulouse qui se distingue par l'indispensable mutation du secteur aéronautique qui, dans notre esprit, nous l'avons toujours dit, notamment ces derniers mois, doit continuer à se développer et en même temps se transformer vers la décarbonation continue. Aura Aéro en est un bel exemple. Voilà, mes chers collègues, le propos très court que je vous avais promis. S'il y a des déclarations préalables de tel ou tel d'entre vous, bien évidemment, je lui donne la parole, et dans l'immédiat à Madame Agathe Roby. Oui, merci, Monsieur le maire. Chers collègues, nous ouvrons cette mandature dans un climat inquiétant pour notre démocratie et notre République. Le glissement de notre pays vers les idées et la violence de l'extrême droite n'est pas nouveau, mais depuis la fin de ces élections municipales, la pente semble de plus en plus vertigineuse et nombre de nos concitoyens et concitoyennes sombrent dans le fatalisme, bien incapables de penser à d'autres possibles que le triomphe de l'impérialisme et du fascisme dans le monde, dont en France, dont à Toulouse. Et on peut les comprendre. Il suffit de regarder ce qu'il se passe depuis la semaine dernière pour constater que le racisme décomplexé, la casse des services publics et la fragilisation de notre démocratie fonctionnent en toute impunité, même à Toulouse. Je voudrais apporter mon soutien à Bali Bagayoko, nouveau maire de Saint-Denis, qui subit des attaques racistes ignobles et une campagne de désinformation reprise par de nombreux médias, mais aussi par vous, Monsieur Moudenc. Je regrette que vous ne l'ayez pas fait. Vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez pourtant prononcé celui de son prédécesseur, Mathieu Hanotin, mais pas Monsieur Bagayoko, point de salut républicain. Aucun salut républicain et la réutilisation de 2 fausses informations disant que plusieurs policiers municipaux seraient partis alors qu'une seule personne l'est réellement, et d'autre part qu'il aurait menacé de virer des fonctionnaires là où il a simplement rappelé que les fonctionnaires territoriaux appliquent tout simplement une politique municipale. Je regrette que vous n'ayez eu aucun mot face aux attaques racistes insupportables. Je vous rappelle que nous avions tous unanimement apporté notre soutien à Madame la conseillère Ousmane lorsqu'elle a été victime de propos racistes et sexistes. Et nous devrions tous et toutes le faire lorsqu'un élu est traité de la sorte, quelle que soit son étiquette politique. J'aurais aimé aussi vous entendre sur les ingérences étrangères qui ont frappé la campagne municipale toulousaine. Publicité mensongère et discriminatoire, faux comptes sur les réseaux sociaux et en ligne. De telles pratiques doivent être condamnées car elles entachent la sincérité du scrutin. À ces ingérences étrangères qui se multiplient en France et en Europe, s'ajoute une politique inquiétante de la part du gouvernement Lecornu, déterminé à atteindre la liberté d'expression et d'opinion. La loi Yadan va en effet criminaliser toute critique de la politique pourtant génocidaire de l'État d'Israël. Elle entretient une confusion dangereuse entre la critique de la politique d'un État et l'antisémitisme qui, lui, doit être combattu.
Aucun doute, malheureusement, quant au fait qu'il y a davantage de partisans de cette loi dans votre majorité que de détracteurs. Pourtant, la Commission nationale consultative des droits de l'homme alerte sur la dangerosité de cette loi. À ce climat rance, imprégné de racisme et de désinformation, s'ajoute la casse de nos services publics garants de la République, dont nous voyons concrètement les effets à Toulouse. Je voudrais apporter mon soutien plein et entier à l'ensemble du personnel éducatif en grève ces derniers jours, qui dénonce le cruel manque de moyens dans les écoles. 123 classes risquent de fermer en Haute-Garonne, vous l'avez dit, 4000 suppressions de postes d'enseignants. En plus des classes qui vont fermer à Toulouse, ce sont aussi des écoles entières qui sont menacées, comme l'école maternelle d'Olto, qui va être fermée et dont les classes vont être transférées ailleurs. Les écoles Château de l'Hers et Montaudran qui seront fusionnées. Ces mesures, elles ont un impact concret sur la vie des enfants et des enseignants. Classes bondées, écoles, usines. Ces conditions ne sont pas propices à un enseignement de qualité. Et quand on voit le peu de volontarisme que vous mettez à soutenir les enseignants de nos écoles et qu'on sait que dans votre majorité, M. Portarieux a voté le budget actant la suppression de ces postes d'enseignants à l'Assemblée nationale, j'ai peu d'espoir que la situation s'améliore dans nos écoles grâce à votre action politique. Monsieur le maire, contrairement à vous qui, la semaine dernière, avez caricaturé la politique en mettant la gauche de rupture sur le même plan que le Rassemblement national, en agitant les peurs pour que rien ne change, je voudrais dire, pour terminer, aux Toulousaines et aux Toulousains qu'au contraire, tout peut changer pour le mieux, grâce à leur engagement, sous toutes ses formes et grâce à leur détermination. Je veux leur dire aujourd'hui que la montée de l'extrême droite n'est pas inexorable et qu'il n'existe pas de fatalité, ni à Bardella, ni à la politique austéritaire et anti-écologique menée à la fois au national, mais aussi ici, à Toulouse. Je terminerai en citant Patrick Boucheron, qui est un historien qui, en conclusion de son livre, que je vous conseille de lire, Le temps qu'il reste, a ces mots que je trouve très justes. Telle est peut-être la source empoisonnée de toutes nos impuissances. Au moment où s'accumulent tant de dangers, comme un orage si lent à crever, mais lourd pourtant d'une violence sauvage, une grande torpeur paradoxale qui, à grand renfort de fatalisme catastrophé, nous rendrait incapables de comprendre la puissance d'effraction de certains événements, qui ouvrent parfois le temps historique à ces puissances insoupçonnables. L'élection est passée, le temps maintenant est à la construction d'autres possibles. C'est ce que notre groupe fera, force de proposition, aux côtés des Toulousaines et des Toulousains qui veulent vivre dans une ville à la hauteur des enjeux démocratiques et écologiques de notre temps. Y a-t-il d'autres souhaits de prise de parole? Oui, Monsieur Gibert. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, au nom des 8 élus qui formeront le groupe à venir issu de la liste Vivre Mieux, François Briançon, Isabelle Hardy, Inès Goff, Régis Godec, Hélène Cabane, Maxime Le Texier, Anne-Sophie de Surgy et moi-même, nous souhaitons, avec Hélène Cabane, avoir un propos dans ce temps des propos liminaires. Car il s'agit du premier conseil, du premier espace pour nous qui permet de répondre aux propos que vous avez eus, vous et Monsieur Briand, lors de notre premier conseil municipal. Depuis le soir du second tour, et ici tout particulièrement lors de notre premier conseil municipal, vous avez tenu une série de propos qui ne relèvent pas du débat politique ordinaire. Ce qui a été mis en scène ici dès l'ouverture de ce mandat est une tentative de disqualification, une ligne dangereuse et nous ne l'accepterons pas. Ces propos sur lesquels nous souhaitons revenir ont une cohérence. Ils poursuivent un objectif, installer l'idée qu'il y aurait à Toulouse un camp légitime et un autre qui ne le serait pas. Oui, il y a de cela moins d'une semaine. Nous vous avons entendu, le maire que vous êtes, ouvrir son mandat en se plaçant dans une figure de surplomb, en convoquant un roi, Henri IV. Nous vous le disons comme nous le pensons, ce choix n'est pas anodin. La République s'est construite pour en finir avec la couronne. Alors bien sûr, vous nous direz que c'était une image, une référence historique, une élégance de circonstance. Mais justement, les références disent toujours quelque chose. Et celle-ci disait déjà une verticalité, une mise à distance, une manière de se tenir au-dessus du débat avant même de le refermer, sur ceux qui auraient eu le tort de ne pas penser comme vous. Parce que cette référence à la réconciliation fut immédiatement suivie par tout son contraire, la disqualification, minables arrangements politiciens nocturnes, mensonges, et comme d'autres, déshonneur. Et je veux m'arrêter sur ce mot parce qu'il est au cœur de tout, le déshonneur. Ce n'est pas un désaccord politique, ce n'est pas une critique, c'est une tentative de sortie du cadre démocratique. Parce que quand on parle de déshonneur, on ne débat plus, on juge, on condamne, on exclut. Vous avez voulu faire croire que nous serions délégitimés politiquement, disqualifiés moralement, et avec nous disqualifier aussi celles et ceux qui nous ont fait confiance. Car enfin,
quand on explique que les électeurs se seraient protégés, qu'ils auraient échappé à un péril, qu'ils auraient fait barrage à une forme d'indignité, que dit-on en réalité à tous ceux qui ont voté pour nous? Qu'ils auraient choisi le mauvais camp? Qu'ils se seraient d'une certaine manière mis en dehors de la République? Et cela, nous vous le disons avec gravité, c'est une faute démocratique. Car oui, la démocratie, elle commence par le refus de délégitimer ceux qui ne vous ont pas choisi. Or, vous avez fait exactement l'inverse. Vous avez pris des faits condamnables commis par d'autres ailleurs en France pour nous en rendre comptables ici, à Toulouse. Vous avez convoqué des scènes étrangères à notre ville pour construire un procès politique local. Nous avons toujours condamné la violence, toujours. Nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'en faire un instrument de communication pour faire gagner nos idées. Mais dans le même temps, vous avez évité soigneusement de regarder vos contradictions. Et parlons-en clairement. Que cela plaise à Sacha Briand ou non, c'est documenté, connu, avoué, et cela dit beaucoup. Car vous qui donnez aujourd'hui des leçons de morale républicaine êtes les mêmes qui avaient, lorsque vous y trouviez un intérêt politique, aidé à la constitution d'une liste d'extrême droite pour en affaiblir une autre. Il faut l'aider, cet Arthur. Arthur, le candidat d'Éric Zemmour, ce même homme condamné pour incitation à la haine raciale, après avoir affirmé que des employeurs pouvaient refuser des Arabes et des Noirs, condamné pour appel à la discrimination, après avoir déclaré que les musulmans devaient choisir entre l'islam et la France, condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, après avoir affirmé que Pétain avait sauvé les Juifs. L'aider. Oui, l'extrême droite s'est construite sur des fondements qui ont intégré la haine de l'autre, le racisme, l'antisémitisme, l'autoritarisme. Elle n'en a jamais fait totalement le deuil. Refuser de voir cette vérité, c'est perdre toute boussole. On ne peut pas, dans le même mouvement, jouer avec les frontières républicaines quand cela vous arrange et venir ensuite distribuer ici des certificats d'honorabilité. Voilà donc le paradoxe. La vérité, et j'en termine par là, c'est qu'il s'agit pour vous de trouver un prétexte. Le prétexte commode pour disqualifier une partie de la gauche. Le prétexte commode pour nous assigner à l'indignité. Le prétexte commode aussi pour éviter de parler de Toulouse. Car pendant que vous mettiez en scène notre prétendue illégitimité, vous avez beaucoup moins parlé de ce que vivent les Toulousains. Et c'est là, au fond, votre grand oubli. Vous avez oublié les Toulousains qui vont mal, mais vous n'avez pas oublié, avec la délégation de M. Pitot, de chercher à lutter contre ce qui serait leur nuisance. Alors nous voulons vous le dire très clairement. Nous sommes 8 élus, écologistes, communistes, citoyens, socialistes, qui seront au rendez-vous de notre rôle, de nos ambitions et de nos valeurs. Pas pour répondre aux caricatures, pas pour entrer dans les procès d'intention, mais pour faire votre travail. Vous l'aurez compris, nous ne demandons pas l'autorisation d'exister, ni à vous, ni à toutes celles et ceux qui voudraient nous assigner au déshonneur. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes là parce que les Toulousains nous ont élus, et nous serons là pour eux, tout au long de ce mandat. Oui, Madame Cabane. Monsieur le maire, chers collègues, permettez-nous de revenir sur votre programme, ou plutôt sur l'existence de celui-ci. Quelques propositions éparses ça et là, sans vision globale sur notre ville, et donc de très nombreuses thématiques étaient absentes de cette campagne électorale. Par exemple, nous constatons qu'il n'y a quasiment rien sur le sujet de l'environnement dans votre programme, rien sur le dérèglement climatique, rien sur la chaleur en ville, rien sur la rénovation des bâtiments qui sont des passoires thermiques l'hiver et des bouilloires thermiques l'été. Bref, l'écologie est une fois encore la grande oubliée de votre programme comme de vos actions passées. La seule fois que vous citez l'écologie, ce n'est pas pour porter ce sujet d'importance au cœur de la ville, mais non plus pour parler du maintien de la vie sur Terre, mais pour stigmatiser, vilipender celles et ceux qui portent le thème de l'écologie. Notons tout de même qu'il y a, noté quelque part, dans votre programme, le fameux plan arbre. Avant, c'était le plan 100 000 arbres du mandat passé. Nous avons maintenant plus fort, le plan 200 000 arbres. Cela ne servira à rien de planter 200 000, 500 000 ou 1 million d'arbres si en même temps vous en détruisez tout autant, surtout pour construire des projets routiers climaticides comme celui de la jonction Est. D'ailleurs, les habitantes et les habitants de la Côte Pavée risquent d'être surpris quand vous allez leur représenter le flux automobile attendu dans leur quartier une fois que la jonction Est sera réalisée. Nous proposions un projet urbanistique d'ampleur, appelé l'Étoile verte, pour réduire le bruit, la vitesse et la pollution de l'air, tout en reconnectant les quartiers au centre-ville, le tout en développant la végétalisation massivement pour rafraîchir la ville et préparer Toulouse aux fortes canicules. Autre exemple, vous êtes quasiment muet sur le social, rien sur les familles à la rue et le coût du logement dans notre ville. Pire, une de vos promesses de campagne, inspirée du programme d'extrême droite,
et de mettre des personnes supplémentaires à la rue en expulsant les familles de dealers de leurs logements sociaux. Puis vous décidez de créer un poste d'adjoint au maire dont l'intitulé est « Lutte contre les nuisances liées à la marginalité, au squat et au campement ». Nous nous étonnons que vous proposiez un adjoint pour ne s'occuper que de ce point, sans avoir une approche globale des problématiques sociales, par exemple en termes de rupture familiale, de santé mentale ou d'addiction. Nous, élus de gauche écologistes, préférons lutter contre l'habitat indigne et l'injustice sociale et nous attaquer aux causes plutôt que de s'employer, comme vous le faites, à cacher la misère et à en masquer ses conséquences, le tout en stigmatisant des personnes déjà fortement affaiblies. Autre constat, vous ne portez aucune proposition sur la démocratie locale, sur l'éthique. Ces sujets sont totalement absents de votre petit programme. Nous proposions, nous par exemple, la mise en place d'un droit d'initiative citoyenne permettant aux Toulousaines et aux Toulousains de saisir la municipalité sur une problématique locale. Nous proposions également de revigorer la démocratie locale en associant les maires de quartier, les commissions de quartier et les conseils citoyens afin que les habitantes et habitants participent aux prises de décision qui concernent leur lieu de vie. En revanche, votre mince programme de 2006 reprend des promesses de 2020 que vous n'avez toujours pas réalisées sur le mandat précédent. C'est le cas par exemple de l'Auditorium de musique. L'ancienne prison Saint-Michel aurait pu accueillir ce nouvel équipement, mais vous n'avez pas réussi à faire aboutir le projet lors de la mandature passée. Ou la mise en service de la 3e ligne de métro. En 2020, vous promettiez une inauguration en 2024. Lors de cette campagne, vous avancez la date de 2028. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura un retard dans les travaux et qu'elle risque de ne pas fonctionner avant 2030. Vous n'avez jamais été sincère vis-à-vis des Toulousaines et des Toulousains, ni sur la date d'ouverture de cette infrastructure, ni sur son financement. Pour terminer, nous voulons affirmer que nous serons présentes et présents durant ce nouveau mandat pour représenter une opposition vigilante et constructive. En tant que conseillères et conseillers municipaux siégeant dans la minorité, nous ferons entendre la voix de celles et ceux qui sont trop souvent oubliés et nous défendrons toujours l'écologie, la justice sociale et les services publics dans l'intérêt général de l'ensemble des Toulousaines et des Toulousains. D'autres interventions? Je demande donc à Sacha Briand de répondre. Merci, Monsieur le maire. Parfois, on a le sentiment, quand on arrive dans une réunion, et c'est le cas peut-être aujourd'hui, d'avoir changé de dimension. Nous avons eu un débat pendant de nombreux mois avec cette campagne électorale, et puis, parce que nous sommes en République, puisque nous sommes bien en République, il y a un moment, un temps fort, qui est l'intervention des électeurs. Au premier tour et au second tour. On a eu, au cas particulier, une participation électorale élevée, plus élevée que la moyenne française, plus élevée que les élections précédentes naturellement, et avec, en valeur absolue, un nombre d'électeurs que nous n'avions pas rencontrés par le passé sur cette élection municipale. C'est dire qu'on ne peut pas décemment et raisonnablement contester ce que l'on appelle la légitimité du résultat électoral, qui ne signifie pas qu'il y ait un camp qui gagne et l'autre qui perd, un camp qui ait raison et l'autre qui ait tort. Et s'il y a un point sur lequel nous sommes bien en accord, c'est que dans cette Assemblée, tous les élus portent une représentation de leurs valeurs, de leurs projets, mais simplement, les électeurs, pas nous, les électeurs, ont décidé qu'entre les deux propositions qui leur étaient faites, ils préféraient l'une à l'autre. Alors aujourd'hui, j'entends les remarques de Madame Roby. Elle vient de dénoncer l'existence d'un risque fasciste à Toulouse. Le risque fasciste étant pêle-mêle à la fois la critique de déclarations intempestives d'un maire nouvellement élu qui, non, Madame Roby, ne s'est pas contentée de dire que les fonctionnaires devaient appliquer le projet municipal, mais a bien invité ceux qui n'étaient pas en accord avec cela à aller voir ailleurs. De ces élus qui sont dans votre famille politique, qui ont insulté et hué des élus sortants,
Je n'ose imaginer si nous avions eu une telle attitude le soir de l'élection ou au moment de l'installation du Conseil à votre égard. Et bien au contraire, nous avons affirmé dès la séance d'installation la légitimité de l'ensemble des élus, mais aussi la mission particulière confiée à la majorité municipale de mettre en œuvre son projet. Vous évoquez, Madame Roby, également des ingérences étrangères. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous le faites juste avant de dénoncer des projets de loi du gouvernement qui tendraient à casser la démocratie et la liberté d'expression, alors même que les éléments que vous invoquez s'agissant de ces ingérences étrangères découlent de la mise en place par le gouvernement d'un réseau de coordination et de protection des élections qui a, pendant toute la période électorale, examiné avec attention les événements qui pouvaient être constatés et qui a constaté, en l'état de ses travaux, 2 éléments significatifs. Le premier, à l'encontre d'un candidat à la mairie de Paris, et qui a été très clairement identifié comme ressortant d'une action mise en œuvre par le GRU des services militaires de renseignement russes, et un autre mouvement d'ingérence qui aurait visé 3 candidats de la France insoumise en France, et dont les origines ne sont pas clairement établies à ce stade, comme l'indique ce centre, et comme l'indique également, bien que vous en fassiez une lecture différente, les publications comme celle de l'article du Monde. Mais nous le disons parce que nous savons que ce risque existe. Parce qu'avec le développement des réseaux sociaux, nous savons que tout et son contraire peut être propagé, et que nous devons être attentifs à ce qui se déroule pendant une élection municipale, comme pendant toutes les élections, et même en dehors des élections, sur les réseaux sociaux. Mais que n'avez-vous utilisé vous-même les réseaux sociaux pour propager des fausses informations et pour développer des attaques tout à fait illégitimes, voire condamnables? Tout le monde a pu constater pendant cette campagne les dérapages des réseaux sociaux. Cela doit nous apporter et nous amener à avoir une réflexion sur ces questions-là. Et cette réflexion, elle est légitime parce qu'elle vise à protéger les principes essentiels de la République. Mais l'amalgame que vous faites, Madame Roby, en mettant en évidence un risque fasciste, cache en réalité votre incapacité à regarder la responsabilité que vous avez, les uns et les autres, dans la défaite que vous avez subie, dans la décision des électeurs de rejeter votre projet au bénéfice de la proposition que nous avons pu exprimer. Je voudrais rappeler simplement que nous nous inscrivons bien dans non seulement les principes de la République, mais dans les principes et dans les éléments essentiels qui fondent l'histoire de France. Alors, j'ai entendu une critique parce qu'on a cité le nom d'Henri IV. Faudrait-il vous citer celui de Louis XV et de Napoléon? J'imagine que vous auriez probablement des poussées d'urticaire. Mais la France, c'est une histoire, et le régime politique que nous avons aujourd'hui et auquel nous sommes tous attachés, celui que nos aïeux ont déterminé et mis en place, c'est un régime politique qui ne commence pas avec la levée du soleil, qui aurait succédé à une nuit noire et sans fin. La France, c'est une histoire, c'est une continuité, et c'est bien dans cette histoire et cette continuité que nous nous inscrivons pour rappeler qu'au-delà du régime politique, il y a des valeurs qui sont celles de la nation française, qu'évoquait Michelet. Vous citez Patrick Boucheron, c'est un auteur de grande qualité, mais Michelet l'a très bien décrit, cette nation. Et je crois que vous auriez intérêt à reprendre cette lecture, comme vous pourriez, Madame Roby, d'ailleurs, si vous lisez Patrick Boucheron, reprendre sa leçon au Collège de France au lendemain de la fin du confinement, où il dénonçait avec virulence le système politique que certainement vous défendez, ou en tout cas pour lequel vous avez beaucoup de nostalgie, le stalinisme, lorsqu'il évoquait ce magnifique ouvrage de Ludmila Ulitskaya, ce n'était que la peste. Il ne faut pas tout mélanger, Madame Roby. Il ne faut pas tout mélanger et il ne faut pas faire de l'amalgame quand vous le faites, et comme le fait également M. Gibert, qui a choisi d'intervenir aujourd'hui avec beaucoup de virulence, comme pour témoigner d'une espèce de reprise d'activité politique, d'une capacité à rebondir,
après ce qui est qualifié, non pas par nous, Monsieur Gibert, mais par un nombre incalculable de responsables politiques socialistes en France et dans la région, d'alliance du déshonneur. D'alliance, apparemment, M. Picmal n'en était pas tout à fait informé, parce que dans la requête que M. Picmal a déposée, il est écrit qu'au deuxième tour, à la suite du désistement de la liste de M. Briançon. Donc, manifestement, M. Picmal, lui, n'a pas considéré avoir passé une alliance ou une union basée sur un respect réciproque, mais bien d'avoir constaté le désistement d'une liste, se ralliant pitoyablement à sa démarche pour essayer de le porter au Capitole. Ça a échoué. Le caractère éminemment manipulateur de cette décision effectivement passée dans la torpeur d'une nuit courte n'a échappé à personne et en premier lieu pas aux électeurs. Alors c'est bien notre projet que nous mettrons en œuvre, Madame Cabane. Vous regrettez des vides qu'il y aurait dans notre projet, mais notre projet c'est un ensemble. On ne fait jamais campagne sur un bilan, mais les Toulousains ont vu le bilan de 12 années d'action de cette majorité municipale. On ne fait pas campagne sur un bilan, mais notre bilan, c'est le premier de notre programme, c'est d'avoir la capacité à montrer le sens des réalisations que nous mettons en œuvre. Bien sûr, dans une campagne, on met l'accent sur certaines mesures. Ça ne signifie pas l'abandon des autres, et nous avons largement évoqué à la fois la perspective et les orientations que nous avons dans le domaine du développement durable. Nous le ferons en faisant non pas des phrases, en ne faisant pas des promesses, mais en réalisant concrètement les actions que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre par le passé, que nous avons amplifiées de manière constante et que nous poursuivrons pour assurer un cadre de vie aux Toulousains qui soit un cadre de vie agréable et capable de relever les défis du changement climatique. C'est une position que nous avons toujours adoptée et il n'est pas toujours nécessaire de répéter des choses pour qu'elles soient une évidence. Les Toulousains l'ont bien vu. Eux, si vous ne l'avez pas vu, vous. Alors oui, nous mettrons en œuvre notre programme. Oui, nous mettrons en œuvre notre programme pour apporter des réponses concrètes. Et nous ne crions pas « Somos tutti antifascistes » et nous essayons de régler les problèmes qui peuvent amener un certain nombre de nos compatriotes, un certain nombre de nos concitoyens à exprimer des votes de contestation ou de reproches ou de critiques ou simplement aussi d'adhésion à la volonté de changer une situation à laquelle ils ne croient plus ou en tout cas au sein de laquelle ils ne se sentent plus en situation de sécurité. Alors oui, nous assumons de regarder les problèmes les yeux dans les yeux. Et oui, une délégation a été créée spécifiquement pour répondre à un sujet qui a été abordé dans de très nombreux quartiers et par de très nombreux Toulousains. Oui, cette délégation, si vous savez lire, et je crois que c'est le cas, Madame Cabane, vous avez bien vu qu'il ne s'agissait pas de stigmatiser des personnes qui sont dans une situation de précarité. Mais il y a parmi ces personnes, comme dans d'autres catégories de Toulousains, il y a une minorité de personnes qui créent des nuisances qui sont extrêmement dangereuses. La semaine dernière, le week-end dernier, une jeune femme a été poignardée par une SDF extrêmement alcoolisée. Alors oui, le problème est complexe. Et c'est bien parce que le problème est complexe que nous avons décidé de le prendre à bras-le-corps et de créer une délégation spécifiquement consacrée à ça pour apporter des réponses les plus adaptées possibles. Mais non, Madame Cabane, il ne s'agit pas de stigmatiser une catégorie et il ne s'agit pas de poursuivre des gens. Nous ne sommes pas, Madame Cabane, dans une ville où le cadre serait un cadre fasciste. Arrêtez d'utiliser des mots qui n'ont pas de sens, car les mots ont un sens. Mais tout cela, vous le faites en réalité pour une seule chose. Ne pas avoir à regarder votre responsabilité dans la défaite électorale que vous avez subie, votre responsabilité à l'égard des Toulousains, votre incapacité à rester unis au bout de quelques jours, votre division systémique, parce que, en réalité, ce que vous avez proposé aux Toulousains était un mensonge. Comme est le mensonge de M. Picmal lorsqu'il déclare à la presse « Je dépose une requête contre les élections, pas pour contester le résultat des élections, mais pour faire la lumière sur les ingérences étrangères. » Sauf que dans sa requête, il n'y a aucune demande au juge de faire une quelque clarification sur les ingérences, qui ne relèvent d'ailleurs pas du tribunal administratif. Et il le sait. Sa requête ne vise qu'à essayer d'obtenir, ce qu'il n'aura pas, une nouvelle chance, après avoir mis à genoux
ses alliés d'un jour une nouvelle chance face à des électeurs qui, cependant, à 92 000 voix, ont clairement apporté une réponse. Entendez cela, prenez le temps de consacrer un peu d'analyse pour savoir quel est le sens de cette décision. Ça ne signifie pas que vous ayez tort et que nous ayons raison. Ça ne signifie pas que vous ayez moins de capacité que nous. Ça signifie simplement que vous avez fait un projet, que ce projet a été rejeté, que nous avons fait un projet et que ce projet a été approuvé. Merci. En complément de ce que Sacha Briand a dit, Madame Roby, je suis habitué à chaque élection, ça fait donc la 3e, je suis habitué à recevoir de la part de mes opposants l'accusation d'être d'extrême droite ou de collusion avec l'extrême droite, au fond d'être, pour employer l'expression que vous avez vous-même dite, que je sois finalement le visage du fascisme ici à Toulouse. Bon. Tout cela nous fait doucement rigoler. Vous pouvez vous enfoncer dans ce type d'accusation. Chaque fois que je la vois arriver, à chaque échéance, je l'accueille avec un sourire. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle va porter un effet contraire à celui que souhaitent les auteurs de cette ridicule accusation. La vérité, c'est que les Toulousains me connaissent depuis longtemps. Ils savent bien que mes références, mes valeurs, ma personnalité, les choix que je fais sont véritablement aux antipodes du fascisme. Voilà. Mais libre à vous, pendant les 6 ou 7 ans qui viennent, de continuer, en me voyant, lorsque nous sommes réunis en conseil municipal, à agiter la menace fasciste que je représenterai. Ça nous permettra, je dirais, de sourire et de nous rappeler que le théâtre du Capitole n'est pas loin. Ce que je veux vous dire également, mes chers collègues de l'opposition, c'est que, contrairement à ce qu'a dit M. Gibert, qui a employé un mot grave de sens, l'illégitimité, je ne vous ai jamais considéré et je ne vous considère pas comme illégitime. Vous êtes légitime, vous êtes élu. Après, la manière dont vous avez été élu avec cette alliance, que je considère effectivement, je l'ai dit, comme une alliance honteuse, si j'étais le seul à le penser, je ne serais pas là. Ça, effectivement, c'est un jugement que je porte sur le choix que vous avez fait, qui est un choix grave de conséquences. Ça ne veut pas dire pour autant que vous soyez illégitime. Alors, Monsieur Gibert, vous êtes intéressé à l'aspect historique du discours que j'ai prononcé ici la semaine dernière, mais malheureusement, vous avez regardé un côté, vous avez oublié de regarder de l'autre. Donc je vous rappelle les références que j'ai faites à l'emblème républicain qui se trouve sur le fronton du Capitole, et je vous rappelle aussi la référence que j'ai faite dans mon discours aux municipalités républicaines qui se sont succédées dans notre ville et dont nous sommes à la fois les héritiers et une partie prenante. Voilà. Donc, ne focalisez pas sur un côté, ne soyez pas en quelque sorte déformés par un prisme politicien ou idéologique et regardez l'entièreté de ce que j'ai dit. Quant aux électeurs qui sont les vôtres et qui ont été ceux de votre liste commune au second tour, je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur Gibert, que nous les considérerions comme en dehors de la République. On a toujours fait une distinction, et je la fais, entre les choix des partis, les choix de vos partis, et les choix de vos électeurs. Et j'ai bien dit la semaine dernière, et je le redis ici, l'équipe municipale que j'ai l'honneur d'animer, elle est au service de tous les Toulousains, y compris, bien évidemment, de la totalité de vos électeurs, sans exception aucune. Donc les choses sont très très claires. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Au contraire, nous avons passé notre temps dans notre campagne à dire que nous ne voulions pas étiqueter les Toulousains, les sélectionner, les mettre dans des catégories politiques, en disant que d'un côté, il fallait les unir parce que c'était les bons Toulousains, puis les autres, on les ignore ou on les méprise. C'est une vision qui n'est pas la nôtre. Nous, on est au service de tous les Toulousains. Mais c'est vrai, on fait la distinction entre vos partis et les choix que vous avez faits, vous, notamment dans cette nuit honteuse
du 22 au 23 mars dernier, et vos électeurs. D'ailleurs, du reste, je crois savoir que vos électeurs eux-mêmes ont fait cette distinction clairement et que vous l'avez payée dans les urnes, comme tous les analystes politiques ont pu le démontrer depuis que le scrutin a eu lieu. Un dernier mot pour vous, Madame Cabane. Il faut que vous ne manquiez pas de toupet pour oser affirmer qu'en matière d'écologie, nous serions dans l'oubli ou que les actions que nous avons entreprises seraient au fond nulles et non avenues. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que depuis que nous sommes aux responsabilités, jamais il n'a été fait autant. Jamais on a fait autant en matière d'écologie. Alors évidemment, ce n'est pas votre écologie à vous. Ça, on est bien d'accord. Et je l'ai tout à l'heure réaffirmé. Notre écologie à nous, c'est une écologie concrète, des solutions, pas une écologie qui affirme des interdictions, des obligations, et qui, au fond, veut mettre une chape idéologique sur la vie de nos concitoyens en leur imposant des modes de vie. Ça, c'est vrai, ce n'est pas notre écologie et ça ne sera jamais notre écologie. Par contre, de manière très pragmatique, mais madame, nous avons fait 10 fois plus que lorsque vos amis étaient aux responsabilités ici. Si on veut comparer ce qui a été fait entre 2008 et 2014, où votre famille politique était aux responsabilités, et ce que nous faisons depuis, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Et quel que soit le levier écologique que l'on prend, la différence, elle est considérable. En matière d'investissement pour les transports en commun, nous avons multiplié par 2,5 ce que vous faisiez. En matière d'investissement pour le réseau cyclable, on a multiplié par 4,5. En matière de végétalisation, où vous vous êtes moqué en essayant de faire croire, mais là-dessus, il n'y a que vous qui le croirez, que nous plantons autant d'arbres que nous détruisons, nous avons mis en place un plan arbre et végétalisé cette ville, alors que vous, lorsque vous étiez aux responsabilités, vous ne le faisiez pas. En matière de production d'énergie renouvelable, nous avons multiplié par 2,5 le volume produit. Vous aviez été totalement incapable de le faire. En matière de part du bio et du circuit court et des produits labellisés dans la fabrication des repas des cuisines centrales, ils ont atteint un pourcentage que nous n'avions pas connu lorsque vous étiez aux responsabilités. Je peux prendre en matière de primes pour la transition écologique, elles n'existaient pas, nous les avons créées. Bref, je peux, madame, sans difficulté, passer en revue la totalité des leviers de l'action en matière de développement durable pour montrer que vous n'aviez quasiment rien fait. C'est le problème de l'idéologie. On parle, on assène des vérités, mais le concret est rarement au rendez-vous. On fait des assises, des colloques, des études. Là-dessus, je vous reconnais une spécialité que je n'ai pas et que je ne revendique pas. Par contre, nous, on fait des projets concrets. Les 47 jardins que nous avons créés, c'est du concret. Les 165 hectares d'espaces verts publics supplémentaires, c'est du concret. Ce concret-là, il n'existait pas lorsque vous étiez aux responsabilités. Je parlais tout à l'heure des jardins partagés. Jardins partagés, vous ne les avez quasiment pas développés. Nous les avons multipliés par plus de 4. Les cours oasis dans les écoles, nous les avons multipliés. Vous en aviez fait quelques-unes à peine. Vous n'avez pas été au rendez-vous, madame, de l'écologie. Vous êtes au rendez-vous de la polémique et de l'idéologie. Et je vous laisse seul dans ce rendez-vous. En matière d'auditorium, on s'est expliqué X fois sur la manière dont l'État nous avait lâchés, vous le savez bien. Et s'agissant de la ligne C, c'est un paradoxe de vous entendre dire ce que vous avez osé dire, alors que vous et vos amis l'avez combattu avec force depuis le premier jour où cette proposition a été faite. Et le chantier avance. Il avance bien et lorsqu'il y a des difficultés, ce qui est parfaitement normal, eh bien, les entreprises cherchent des solutions, les mettent en œuvre et généralement les trouvent. Voilà, vous avez également dit que nous n'avions pas parlé logement, c'est que véritablement vous n'avez pas suivi les débats que j'ai eus
avec mes adversaires dans les médias. C'est pourtant pas très très vieux, c'est pas très très loin en matière de logement. Vous savez, on a délivré quelques 75 000 logements qui ont été construits, dont 30 000 logements sociaux, et nous continuons. Nous avons un PLUH qui, de ce point de vue-là, est très volontariste, mais évidemment, quand il y a une contestation pour la création de logements au Pradet, votre famille politique est au premier rang pour embrasser et soutenir cette contestation qui nie la nécessité de construire des logements. Mais là aussi, au Pradet, les urnes ont parlé, et dans tous les bureaux de vote, nous l'avons nettement emporté, notamment dans le bureau de vote qui est concerné par ce sujet où les bobos logés, porteurs de l'égoïsme social que vous relayez, ont été désavoués. Voilà, je vais en terminer là. Je n'avais pas pour objectif de parler de tout ça, puisque j'avais un propos introductif court. Je rappelais que c'était un conseil municipal d'installation. Vous avez souhaité glisser sur le terrain du débat polémique, donc Sacha Briand et moi, nous vous avons répondu. Donc la séquence des propos liminaires est terminée, bien évidemment, et donc nous allons passer à l'ordre du jour précis, ne vous en déplaise. Donc vous avez reçu le compte-rendu des décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des remarques sur ce compte-rendu? Il n'y en a pas? Très bien. Ensuite, nous avons, vous le savez, nous avons des désignations auxquelles nous devons procéder, même si certains d'entre vous, visiblement, veulent retarder ces désignations. Les noms des candidats de la majorité et de la minorité ont été déposés dans l'ensemble des instances. Tous ces noms figurent dans le tableau qui vous a été remis. Et donc, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, ces désignations seront adoptées, si tel est votre avis, par scrutin majoritaire public. S'agissant de la commission d'appel d'offres, conformément à la délibération sur les conditions de dépôt des listes du 27 mars 2026, la liste déposée comporte les noms suivants. Titulaires: Mesdames Souela Martine, Adam Guzman, Messieurs Thierry Saint-Touze, Guillaume Duval et Julien Cadieux. Suppléants: Mesdames Anna-Maria Tripicchio-Rogier, Régine Cochet, Monsieur Pierre Esplugas-Labattu, Mesdames Ingrid Bergmann et Inès Pedrosa. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur le maire, Madame Roby, vous avez une autre candidature à déposer? Non, j'aimerais intervenir sur le thème. Non, mais on ne revient pas en arrière. C'est moi qui suis chargé de la mise en œuvre de l'ordre du jour. Donc, y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Godec, vous avez une autre candidature à présenter? Je fais juste observer que, sauf erreur, vous n'avez pas procédé à la lecture des comptes rendus des décisions. Voilà, ce n'est pas une candidature. S'agissant du compte rendu des décisions, j'en ai parlé. Vous le savez qu'il n'y a pas de vote sur ce compte rendu. J'ai demandé s'il y avait des remarques sur ce compte rendu. Je n'ai pas entendu des remarques sur ce compte rendu. Si vous en avez à faire, je vous invite à les formuler. Merci, monsieur le maire. Sauf erreur, dans votre intervention, vous avez parlé du compte rendu, du procès-verbal du précédent conseil municipal. Vous n'avez pas parlé des décisions. C'est pourquoi je n'ai pas demandé la parole à ce moment-là. Je voulais, concernant les décisions du maire, vous demander s'il était possible d'obtenir les arrêtés de délégation de vos adjoints au maire, puisque je n'ai pas pu les trouver sur la plateforme qui est dédiée aux arrêtés du maire, et que nous puissions avoir, alors ce n'est pas une obligation légale, mais en tant que conseillers municipaux, les intitulés et la désignation pour qu'on puisse voir effectivement au-delà des intitulés, les attributions que vous avez données à vos adjoints, et notamment votre 26e adjoint dont nous avons parlé tout à l'heure. Pas de problème. Madame Roby, sur ces sujets-là? J'ai une question sur la délibération 1.1. Est-ce que je peux poser ma question, qui est une suggestion, monsieur le maire, s'il vous plaît? Allez-y, madame. Vous m'avez coupé le micro encore.
Sur l'état global des représentations de la ville de Toulouse au sein des divers organismes locaux, nous voterons bien évidemment pour et nous sommes positionnés sur l'ensemble des commissions. Néanmoins, je voudrais revenir sur une suggestion que j'avais faite lors du précédent mandat et d'un souhait de la part de l'opposition de participer au conseil d'école. C'était le cas sous la mandature Cohen. L'opposition avait le droit de participer au conseil d'école et je formule le vœu aujourd'hui que l'opposition puisse avoir des suppléances dans les conseils d'école pour constater ce qu'il se passe dans les écoles toulousaines, puisque nous sommes, vous le savez, très attachés à... Mais pourquoi? Arrêtez de bordéliser le conseil municipal, monsieur Bolzan, je peux parler? Merci. Donc, je demande à ce que cette demande soit examinée, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'y suis totalement défavorable. Le conseil d'école invite le représentant de la collectivité, n'invite pas les parties prenantes du débat municipal. Donc, c'est l'exécutif qui est représenté dans les conseils d'école. C'est à l'exécutif que les membres du conseil d'école s'adressent. Et forcément, ce sont les membres de l'exécutif seuls qui sont aptes à donner des éléments de réponse. Donc, ça serait quelque chose de totalement inopérant. Et donc, je vous confirme que j'y suis totalement défavorable et que ça ne sera pas mis en œuvre. La parole est à Monsieur Cadieux. Merci, Monsieur le maire. S'agissant aussi de la délibération 1.1 sur les commissions, nous avions aussi une autre demande concernant notamment la répartition au niveau des vice-présidences, puisque donc, les élus d'opposition représentent quasiment un quart de la totalité des élus du Conseil. Nous voulions vous demander si vous étiez d'accord pour nous attribuer une vice-présidence parmi les 5 commissions. Donc, par exemple, ça pourrait être la commission des finances, parce que donc, comme c'est fait à l'Assemblée nationale, même aussi dans d'autres collectivités territoriales, comme je l'ai vérifié. Donc, par exemple, au Conseil régional d'Île-de-France, chez votre amie Madame Pécresse. Donc voilà, c'est une proposition démocratique que je ne doute pas que vous puissiez accepter. Proposition refusée. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, Monsieur Briançon a demandé la parole, je la lui donne. Oui, sur un point de méthode, vous avez indiqué que la liste des commissions nous avait été remise. L'administration du conseil municipal a la gentillesse de nous faire passer un tableau sur lequel j'ai repéré un certain nombre d'erreurs par rapport aux éléments que nous avions fait passer hier. Moi, je pense que pour que le vote du conseil municipal soit exprimé de façon tout à fait tranquille et sereine, il serait bon que la liste entière soit communiquée à chaque membre du conseil, ce qui ne me semble pas être le cas. En tout cas, l'opposition ne l'a pas reçu. Alors, tout dépend sur quel organisme, hein, parce que j'ai fait exprès, non, mais moi, de la commission d'appel d'offres. Vous allez nous demander un vote. La moindre des choses, c'est qu'on puisse avoir chacun la liste complète des éléments, alors par numérique si besoin. Non, mais bien sûr. Non, mais justement, je l'ai fait pour la commission d'appel d'offres, qui est une commission importante. J'ai donné la totalité des candidatures qui me sont parvenues, que ce soit celles émanant de la majorité, comme celles émanant de l'opposition, en demandant s'il y avait d'autres candidatures. Donc là, je crois que sur ce point-là, c'est très très clair. Il y a ensuite une autre commission importante, qui est la commission de concession des services. Je peux vous donner la liste telle qu'elle a été déposée au secrétariat du conseil municipal. Les titulaires, Mesdames Marty et Ousmane, Messieurs Saint-Tous, Duval et Cadieux, et comme suppléants, Mesdames Tripiquio-Rogier et Cochet, Monsieur Esplugas, Madame Bergman et Madame Pedrosa. Donc moi, je vous donne ces 2 composantes, en demandant s'il y a d'autres candidatures. Bon, je pense qu'il n'y en a pas, et donc je m'apprête à faire voter en faveur de ces 2 listes qui sont complètes et qui représentent, je dirais, notre diversité. Monsieur Piquemal. Oui, Monsieur Moudin, quand même un point de méthode. Vous m'avez coupé le micro tout à l'heure. Je suis désolé, mais sur les propos liminaires, ce que dit l'article 9 du règlement intérieur ne convient pas avec la pratique que vous avez eue de couper le micro, qui laisse pour le moins songeur sur la question démocratique qui va être posée au sein de ce Conseil vis-à-vis de l'opposition. Vous avez balayé d'un revers de main la proposition sur les écoles, la proposition qui a été faite par M. Cadieux sur une vice-présidence. Je vous invite à relire l'article 9 et voir que le temps est proportionnel
à l'opposition, mais aussi à la majorité. Vous avez parlé très longuement, M. Briand aussi, on a pu en souffrir, et quand on est mis en cause à titre personnel, je pense que la moindre des choses pour avoir des échanges démocratiques, c'est de pouvoir laisser répondre les personnes qui sont mises en cause. Je vous remercie et je suis assez inquiet pour la suite de la qualité des débats. Et Monsieur Bolzan, apaisez-vous, ce n'est que le début, ça va durer longtemps. Alors, Madame Scampa a demandé la parole, je la lui donne. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je fais partie des nouveaux visages de l'opposition dont vous avez rappelé vendredi dernier encore la nécessité afin de faire vivre la démocratie, avec, je l'espère, tout le respect attendu dans ce cadre. Attendez-vous donc à des adversaires politiques cordiaux, mais très exigeants quant à la qualité du débat et à sa bonne tenue. Nous avons appris par voie de presse les délégations de votre dernier mandat, et il y en a une qui m'a particulièrement étonnée, comme beaucoup ici, dans le pôle Solidarité et Famille, celle assurée par Monsieur Pitot. Oui. Les choses sont claires. Vous voulez... C'est une question par rapport au point 1 concernant les délégations. On est en train d'installer les commissions. Hein. Donc, sur quelle commission porte votre prise de parole? Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez refaire le débat liminaire. Sur la commission 2, Solidarité, et donc la délégation lutte contre les nuisances liées à la marginalité, au squat et au campement. Commission et délégation sont deux choses différentes. Hein. Les délégations, c'est le pouvoir exécutif du maire. Et donc, effectivement, vous l'avez appris par la presse, comme il se doit, et comme d'habitude, ça n'a jamais ému personne, ici et dans toutes les autres communes. Que vous n'y soyez pas habitués, je le comprends. Et donc, voilà, vous rentrez dans une collectivité qui a ses us et coutumes et qui respecte les lois et les règlements. S'agissant des délégations, elles ne sont pas concernées, les délégations ne sont pas concernées par les commissions. Il y a 5 commissions à installer. Il y a 52 délégations qui ont été mises en place. Donc, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Alors après, le sujet qui vous préoccupe, qui a déjà été traité et abordé d'ailleurs dans le débat liminaire, vous aurez l'occasion, bien évidemment, de le traiter dans la commission que vous souhaitez. Si vous souhaitez aller dans cette commission, vous irez, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, et vous aurez donc l'occasion de développer vos arguments, vos critiques et vos propositions. Donc là, nous sommes en train d'installer les 2 commissions que j'ai indiquées, la commission d'appel d'offres et la commission des concessions de services, en répondant à la légitime question de notre collègue François Briançon sur la composition exacte des 2 listes en question. Donc je vais mettre aux voix scrutin public, puisque c'est prévu comme cela, la mise en place de ces 2 commissions. S'agissant de la commission d'appel d'offres, dont j'ai donné les noms des candidats, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, elle est donc élue à l'unanimité. S'agissant de la commission des concessions de services, dont j'ai donné également la composition. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, elle est donc mise en place. Nous avons maintenant à désigner les membres du CCAS, le Centre communal d'action sociale, et là, par contre, la loi prévoit que cela se fasse au scrutin secret, conformément à l'article R.127.8 du Code de l'action sociale et des familles. Et il n'y a ni panachage, ni vote préférentiel. Donc là aussi, j'ai eu connaissance de candidatures. Je vous les donne. S'agissant de la majorité, Madame Bouzaïda, Monsieur Pitot, Madame Lefebvre, Monsieur Lacroix, Monsieur Accard, Madame Soucy. S'agissant de la minorité, Madame Cabane, Madame Greffy. Donc, y a-t-il d'autres candidatures? La parole est à Madame Roby. Oui, simplement une question de méthode. On est d'accord que vous êtes en train de faire voter la délibération 1.15 et que nous n'avons pas passé les délibérations à partir de la 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Je ne comprends pas dans quel ordre vous prenez les délibérations, parce qu'on aurait une question notamment sur la commission communale pour l'accessibilité, qui est une commission que vous avez décidé de créer, c'est une bonne nouvelle, mais vous êtes passé directement au 1.15. Oui, parce que je passe aux commissions les plus importantes,
Il y a marqué. Donc c'est les deux commissions que l'on a votées. Et au vote, qui est le seul vote prévu aujourd'hui au scrutin secret, qui est le CCAS. Après, on traite Donc, vous reviendrez ensuite. Après, on traite la totalité de l'ordre du jour. Très bien, merci. Donc, sur le CCAS, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Donc, je vous invite à vous transporter dans la salle Gervais. Auparavant, il faut désigner 2 scrutateurs. Pour la majorité, c'est Florian Delrieux. Qui c'est qui se dévoue pour l'opposition? Madame, allez-y, Madame Graffi, d'accord. Très bien. OK. Ah, vous êtes candidate, c'est vrai. Donc, Monsieur Godec, allez. Bon, donc, Monsieur Delrieux et Monsieur Godec rejoignent l'emplacement et nous allons nous-mêmes aller voter. Bien, mes chers collègues, merci de rejoindre votre place. Je vous donne donc le résultat de l'élection des membres du conseil d'administration du CCAS. Inscrits 69, suffrage déclaré nul 3, suffrage exprimé 66. La liste de la majorité a eu 53 voix, la liste de la minorité a eu 13 voix. Donc sont proclamés élus au conseil d'administration du CCAS Madame Bouzaïda, Monsieur Pitot, Madame Lefebvre, Monsieur Lacroix, Monsieur Accard, Mesdames Soucy, Cabane et Greffy. Nous reprenons donc l'ordre du jour là où nous avions convenu de le traiter, c'est-à-dire au point 1.1. Alors, nous allons prendre la totalité des délibérations. Vous allez simplement m'indiquer si vous souhaitez des votes disjoints. Moi, je propose de voter ensemble 1.1, 1.2, 1.3, puis de 1.6 à 1.14 et de 1.16 à 1.33, étant entendu que nous avons voté 1.4, 1.5 et 1.15 à l'instant. Est-ce qu'il y a des souhaits de disjonction, étant entendu également que nous avons complété, à la demande de M. Briançon, dans la délibération 1.3, nous avons complété la commission de dénomination des voix. Nous avons ajouté les noms de M. Godec et de Mme Joffre Pedrosa par rapport à la liasse qui vous avait été remise. Est-ce qu'il y a d'autres incomplétudes à corriger? Alors, je crois que c'est Mme Scampa qui souhaite prendre la parole, ou Mme Cabane. Madame Barbet. Madame Barbet. Allez-y, madame. J'aurais une question. Merci, monsieur le maire. J'aurais une question sur la création de la commission communale pour l'accessibilité, donc le point 1.6. Comme c'est une création et qu'il y a, si je ne m'abuse, 5 sièges, est-ce que l'opposition peut demander à y siéger? Alors, sur l'accessibilité, alors c'est la 1.5 ou 1.6, voyons. 1.6. 1.6, exactement. Donc, sur la 1.6, je suis en train de regarder avec vous, à moins que... Parce que je ne retrouve pas... Oui, je cherche où se trouve... Alors, on me dit que c'est page 12 de la liasse. Une liasse tellement riche en organismes et en noms. L'accessibilité. Ah, effectivement, il y a son pressenti M. Alves, Mme Marty, Mme Nison, Mme Caselmayer, M. Boyer et Mme Leliette.
C'est une commission nouvelle? Tout à fait. Il existait un mandat précédent. Parce que je suis étonné. Il existait un mandat précédent, il n'y a pas d'opposition. Ah, voilà, on me dit qu'elle existait au mandat précédent. Au mandat précédent, il y avait M. Alves, Mme Katzenmayer, Mme Lalanne, Delobadère, Mme Legnaud, Mme Dufraisse, M. Arsac. Oui, alors, je ne peux pas donner suite à votre proposition, je devine pourquoi tout de suite, parce qu'en réalité, le choix des élus concernés est fonction de leur délégation. C'est en fonction des délégations qu'ils exercent qu'on a besoin de leur présence. Voilà, la question est de savoir si, moi je ne serai pas hostile, à ce qu'il y ait un 9e représentant pour qu'il y ait une place pour l'opposition. Je ne serai pas du tout hostile. Ça mettrait un peu de piment dans les travaux, n'est-ce pas, Monsieur Alves? Alors je ne sais pas si on peut faire 9 sièges ou pas. Non, pas 9. C'est 7 sièges, parce qu'il y a 6 représentants. C'est le Conseil qui crée la commission, qui définit le nombre d'élus. Et c'est seulement après que vous prenez par arrêté. Alors, donc actuellement, là, le Conseil se prononce. Le maire, son représentant, un siège et 5 membres. Ça fait 6 membres au total. D'accord. Bon, alors on m'indique qu'en réalité, le Conseil détermine le nombre de membres et qu'ensuite, c'est un arrêté du maire qui nomme. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on décide de 7 membres et non pas 6. Et par arrêté, je nommerai 6 membres de la majorité et 1 membre de l'opposition. Si les choses se passent bien, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas comme ça. Après, si l'arrêté du maire doit changer en cours de mandat, il changera. Hein. Alors, il y a une autre intervention, Madame Greffy. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais revenir sur le point numéro 1.2. J'aurais aimé avoir des précisions sur les commissions municipales diverses. Quel nombre y a-t-il de commissions municipales? 5. 5, très bien. Ouais. Et sur quelle thématique, s'il vous plaît, Monsieur le maire? Alors, c'est les thématiques qui sont indiquées. Hein, vous les avez indiquées. C'est l'ensemble du champ d'action municipale qui est regroupé en 5 commissions thématiques. Donc, vous les avez dans l'alias. Hein, vous avez la première commission, petite enfance, bien grandir, sport et culture. La seconde, solidarité, inclusion, vie économique, emploi international. La troisième, vie quotidienne, démarche administrative, modernisation de la collectivité. Merci, finance. Monsieur le maire. On vient de m'indiquer qu'on m'avait fourni les documents à la pause. Je vous remercie. Donc c'est bon? Oui, merci beaucoup, j'ai les précisions. Madame Hardy. Merci, Monsieur le maire. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je dois intervenir. Moi, j'avais une question sur la commission permanente d'attribution des locaux et emplacements municipaux à vocation commerciale. Alors attendez, ça c'est... Pour des raisons pratiques, vous pouvez m'indiquer la page et comme ça, ça permet à tout le monde de suivre. 14. Page 14. Donc nous allons tous page 14. Alors, page 14. C'est la commission... La deuxième. Permanente d'attribution des locaux et emplacements municipaux à vocation commerciale, 5 représentants suppléants. Donc, effectivement, il y en a 4 de la majorité qui sont pressentis. Et dans ce qui nous avait été envoyé, elle n'apparaissait pas, mais effectivement, j'y siégeais lors du mandat précédent et je suis candidate. D'accord. Donc, Madame... Pardon. C'est le nouveau tableau, Jean-Luc. On vient de nous donner ça. D'accord. Ouais. Bon. Attendez, un nouveau tableau. Alors, on me donne un 3e document. Moi, je veux bien être ouvert, mais... Alors, en quoi est-il différent du précédent? Bon, il y a quelques... Alors, je suis en train d'essayer de trouver une bien. Mais là, il y a non, mais sur ce dont parle Madame Hardy, alors, Madame Hardy, est-ce que c'est le même? On va regarder tout de suite. C'est la 2e commission. Non, c'est le même. Donc là, c'est bon. Bon, OK. Donc, on retient Madame Hardy
comme 5e membre de cette commission. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas avoir l'air de désigner au sein de l'opposition. Vous êtes tous d'accord pour que ce soit comme ça? Bon, parfait. Donc nous complétons ainsi. Est-ce qu'il y a d'autres points à compléter? Bon, alors après, je vous mets à l'aise, hein, parce qu'aujourd'hui, on décide pour être à jour de l'organisation. Il peut y avoir telle ou telle rectification auquel nous procéderions lors d'un prochain conseil, hein, parce que je conçois que pour digérer cette liste, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, ça soit un petit peu roboratif. Hein, donc, on fait les amendements et compléments que l'on vient de dire, et puis après, on corrigera. Hein, c'est pratiquement d'ailleurs à chaque conseil qu'il y a toujours un point d'ordre du jour sur les commissions ou les désignations. Donc, ces précisions étant dites, êtes-vous d'accord pour voter d'un seul bloc, comme je vous l'ai dit, de 1 à 3, de 6 à 14 et de 16 à 33? Madame Roby. Oui, excusez-moi, il y a également une petite modification sur le tableau, page 15 pour l'ISDAT. Je me suis positionnée pour être titulaire, mais visiblement il y a un tiré, on a le droit aussi à un suppléant. Donc Monsieur Godec serait volontaire pour me suppléer dans cette tâche. Il y a un tiré incomplet. J'avais demandé hier ou avant-hier à votre cabinet, on m'avait dit que c'était juste des titulaires, mais apparemment c'est pas ça, donc si on peut le modifier. Alors effectivement, l'ISDAT... Page donc oui, je vois, c'est page 15, vous avez tout à fait raison en le précisant comme vous l'avez fait. Et donc, suppléance de M. Godec. Tout à fait, merci. Nous notons la suppléance de M. Godec. Il y avait Mme Greffy qui voulait reparler. Allez-y, Mme Greffy. Merci, Monsieur le maire. Est-ce qu'il est possible de proposer des candidats de l'opposition pour le CLSPD? Page 14. Et non, ce n'est pas prévu. C'est pas prévu, même à titre dérogatoire? C'est pas prévu. Non plus? Et non, c'est pas prévu. Et c'est pas un de mes engagements de campagne, donc. D'accord. Parce que moi, en tant qu'habitante du quartier et militante associative dans les quartiers, j'ai déjà eu l'occasion d'y participer dans un autre cadre. Et j'aurais vraiment aimé qu'un représentant du quartier, même si Sofiane y est, y participe. Mais je note votre refus. Merci, Monsieur le maire. Bon. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de regarder ça avec, comme vous êtes impliqué dans votre quartier, à titre associatif, c'est de regarder ça avec le maire de quartier. Les maires de quartier sont pour ça. Hein. Ils sont les interlocuteurs premiers de la vie associative et donc aucun souci sur le fond. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant le vote que j'ai proposé? Il n'y en a pas. Donc, nous faisons le vote bloqué. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, c'est décidé à l'unanimité. Nous allons ensuite sur la 34 et la 35 qui vont ensemble, qui ont fait l'objet d'une distribution complémentaire sur table parce qu'il y avait une erreur purement formelle sur la commission de sécurité, qui n'était pas rattachée à sécurité civile. Donc nous avons corrigé cela. Si vous comparez les deux documents, c'est bien ça. Donc la parole est à Monsieur Le Texier. Oui, c'est pour une intervention, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, d'abord, à mon tour, de vous adresser mes félicitations républicaines pour votre élection et d'autres félicitations pour avoir corrigé un élément important que nous avions pointé du doigt au début du mandat précédent, qui sont les inégalités d'indemnisation entre femmes et hommes au sein du conseil municipal. Je le rappelle, il y a 6 ans, avec le groupe de l'époque, Archipel, nous constations un écart de 23% entre les indemnités des femmes et des hommes, bien évidemment, dans le négatif pour les femmes. Aujourd'hui, on constate que cela a été corrigé, les écarts sont inférieurs à 4%, et ce n'est pas heureux, c'est juste normal. Alors il y a 6 ans, je voudrais revenir sur un élément, vous aviez fait une terrible justification sur cet écart en disant « Oui, mais monsieur Le Texier, c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes responsabilités ».
ce qui n'en était pas une, parce que c'est justement le problème qui avait été à l'époque de ne pas allouer des responsabilités équivalentes entre femmes et hommes au sein de ce Conseil. J'espère que ce point-là a été clarifié dans votre majorité, au-delà de la question financière, même si on sait qu'elle est clé dans la lutte contre les discriminations envers les femmes. Madame Bleuze l'a rappelé plusieurs fois dans ce Conseil, et nous serons très vigilants sur ce mandat pour que cet indicateur clé se résorbe également lié à la situation de l'écart salarial au sein des agents. Nous l'avons pointé plusieurs fois sur le mandat précédent. Il y a encore, alors que notre collectivité doit être exemplaire, trop d'écarts salariaux entre femmes et hommes au sein de notre collectivité. Voilà, je voulais juste rappeler également que le patriarcat n'est pas une question de comportement, c'est un système de domination. Et donc, en fait, c'est dans l'exercice du pouvoir et des décisions que véritablement va se régler la question de l'égalité femmes-hommes. Donc, j'espère qu'au sein de votre majorité, les processus transparents, j'imagine, de décision et de choix des grandes orientations municipales, et je l'espère également métropolitains, prendront ces éléments en compte, puisque c'est la question du partage du pouvoir qui est au cœur de la question de l'égalité femmes-hommes. Voilà, j'irai pas plus loin au risque de faire du mansplaining sur cette question. J'aime bien le terme français aussi, m'explication. Je formule juste 2 invitations et un vœu. La première invitation, messieurs, je m'adresse spécifiquement aux hommes de cette enceinte. Je vous invite à suivre avec grande attention le travail de Madame Escudier, qui depuis 6 ans, bon, en tout cas pour ma part, j'ai pu le constater que depuis 6 ans, fait un travail conséquent sur la question de l'égalité femmes-hommes, et lire en détail le rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes, qui est un document de qualité et qui permettra à toutes et tous de progresser sur cette question du patriarcat comme système de domination. Deuxième invitation, je vous propose d'écouter l'excellente intervention de ma collègue et amie Caroline Auveau sur le sexisme ordinaire au Conseil du 6 février, dernier Conseil, où elle prenait le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, rapport très alarmant que je conseille aussi à toutes les personnes de lire avant d'entamer ce mandat, sur la montée du masculinisme et ce que le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes appelle le terrorisme masculiniste. Elle y faisait référence à la différence entre le sexisme hostile et le sexisme paternaliste, des notions très intéressantes que je vous invite à creuser. Et je voudrais lui rendre hommage pour le travail constant, profond et de nuance qu'elle a exercé pendant ces 6 années. Elle n'a pas eu la chance, comme d'autres collègues féminines, de dire au revoir à ce conseil, puisque ces femmes engagées espéraient être dans une majorité sur ce mandat-là. Ce ne sera pas le cas. Donc je voudrais citer Madame Auveau, mais aussi Madame Bleuze, qui nous a gratifié d'un travail constant et impressionnant sur la thématique des finances, et qui nous a démontré que finalement, il était dommage de laisser le Grisby au tonton flingueur. Voilà, remercier aussi Madame Magdo pour son investissement, qui a régulièrement mis la question Gazaoui au sein de ce conseil, et Madame Morin, je sais que vous actionnez particulièrement la relation avec Madame Morin, qui nous a toutes et tous permis, par la qualité de son travail, même si la forme pouvait parfois choquer, de progresser sur les questions d'accessibilité et de handicap, mais aussi d'urbanisme, de voirie, de mobilité. J'en termine avec un vœu, Monsieur le maire, celui que les propos tenus dans cette enceinte, comme « Allez-y, madame, pleurnichez, pleurnichez », resteront sur ce mandat dans l'oubli, et que cette délibération n'est pas juste un passage obligé lié à notre pression sur la question des indemnités, mais le signe d'un autre mandat. Bien, merci Monsieur Le Texier. Je pense que sur la question de l'égalité femmes-hommes, il n'y a pas de divergence extrêmement significative entre l'opposition et la majorité. En tout cas, moi, je n'en ai pas relevé pendant la mandature précédente. Je vous remercie d'avoir cité vos collègues, nos anciennes collègues, Madame Bleuze, Madame Onvaux, Madame Magdo et Madame Morin. C'est vrai qu'elles vont nous manquer, et donc nous avons une pensée chaleureuse à leur endroit que je sais partagée par tout le monde. Quant au risque de patriarcat, je vous mets en confiance, je vous rassure, il n'existe pas, du moins tant que cette majorité assurera les responsabilités à la tête de la ville. Nous avons l'honneur d'avoir dans nos rangs le doyen. Pour autant, ce n'est pas un patriarche. Il n'y a pas de patriarche parmi nous. Il n'y a que des citoyens engagés et totalement dans les valeurs de la République. Donc, sur les 2
délibérations concernées, la 34 et la 35. Je vous propose que l'on vote. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Sur les autres délibérations, 36 à 43, je pense là aussi qu'il n'y a pas de... Pardon, 36 à 42. Sur la 43, il n'y a pas de délibération, c'est une information. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations 36 à 42, Monsieur Cadieux? Oui, merci Monsieur le maire. J'avais une remarque sur la délibération 41, 1.41 sur les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Donc effectivement, en lisant la délibération, donc on a constaté que de nombreuses prérogatives du conseil municipal étaient prévues de vous être déléguées. Or, je tiens à rappeler que ce n'est pas une obligation. Nous considérons que c'est un véritable coup de force démocratique que vous faites, parce que vous allez nous empêcher de délibérer sur plusieurs thématiques. Donc, par exemple, la création de classes dans les écoles maternelles et élémentaires, l'exercice du droit de préemption pour sauver les commerces de proximité, la réalisation d'emprunts qui peuvent représenter de grosses sommes d'argent sur plusieurs années, sur la passation de tous les marchés publics conclus par la mairie, sur la fixation des tarifs de services municipaux liés à la voirie ou à la location de salles et de matériel, ou sur les dépôts de permis de construire ou démolir des biens municipaux. Et j'en passe, parce que donc, en tout, il y a plus d'une vingtaine de délégations de nos pouvoirs au maire. Donc toutes ces délégations de nos pouvoirs vont empêcher l'opposition de débattre et de voter sur ces thématiques. Donc voilà, quand je vois ça, moi je ne peux pas m'empêcher à repenser à vos propos la semaine dernière. Dans votre propos liminaire, vous faisiez de grandes leçons de démocratie en disant, voilà, dans toute démocratie, l'opposition doit être respectée, il n'y a pas de démocratie sans débat. Ben alors laissez-nous débattre sur ces thématiques et et empêcher leur délégation au maire. Voilà. Donc c'est ce que nous vous demandons dans l'immédiat. Voilà, et à la place de nous laisser débattre, vous avez cessé de nous insulter, donc, comme on l'a rappelé dans nos précédents propos, pendant la campagne électorale, pendant vos propos liminaires, vous avez relayé les fake news de l'extrême droite sur le maire Bali Bagayoko de Seine-Saint-Denis, le maire donc de Saint-Denis, le maire insoumis. Vous participez à la cabale raciste qui a été faite contre lui, et oui, je le dis. Donc voilà, vous cédez aux sirènes de l'extrême droite et en plus de ça, vous nous empêchez de débattre. Voilà, c'est ce que nous dénonçons et donc évidemment, nous voterons contre la délibération 41 dès demain, s'agissant de mon groupe. Et donc, on vous demande donc, soit de la mettre au vote à part des autres délibérations. Et si ce n'est pas le cas, nous voterons contre le pack de délibération que vous avez énoncé juste avant. Merci. Alors, Madame Cabane. Oui, sur la délibération 1.40, nous souhaiterions un vote 10 juin, s'il vous plaît. Sur la 1.40, oui. Un vote 10 juin, vous voulez, sur la 1.40 hein? Ok, je le note. Disjonction. Madame Greffy a demandé la parole, je la lui donne. Merci, Monsieur le maire. Au moment où donc là, moi, je suis sur la 1.41. Au moment où nous examinons une délégation importante de pouvoir du maire avec ce point-là, une question se pose pour moi. Quel est précisément le périmètre de cette délégation et ses contours, Monsieur le maire? Car selon moi, derrière cette délibération, ce sont des décisions importantes, structurantes et structurelles en matière de marché public, de foncier ou encore de finances, qui peuvent être pris sans débat en conseil municipal si je saisis bien. Dans ce contexte, selon moi, il est essentiel de garantir un véritable lien avec les Toulousains et tous les Toulousains. C'est le sens de notre démarche. Notre groupe Demain Toulouse, dont l'Assemblée des quartiers fait partie, dont je suis représentante, est une première pour une opposition municipale avec la volonté de travailler collectivement et en bonne intelligence. Et nous vous proposons d'aller plus loin. Nous pouvons éventuellement réfléchir à avoir davantage de conseils municipaux dans l'année et éventuellement de les délocaliser, notamment dans tous les quartiers de Toulouse, pour qu'il y ait davantage de transparence et que les Toulousains comprennent vraiment les mécanismes du conseil municipal. Plus les décisions sont concentrées, plus la démocratie doit être proche, visible et accessible à tous et toutes. Merci, Monsieur le maire. Merci. Alors, je crois qu'il y avait d'autres prises de parole. Monsieur Gibert. Sur laquelle?
Oui, monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais intervenir sur la 1.40. Est-ce que c'est le moment pour le faire? La 40, oui, allez-y. Ok. Je souhaitais vous interroger sur ce qui avait conduit au choix que vous nous proposez aujourd'hui en ce qui concerne la question du fonctionnement des groupes politiques, puisqu'on sait que ce qui préside à l'organisation de leur fonctionnement, c'est la proportionnalité. Nous avions pour habitude de délibérer d'une enveloppe financière qui était octroyée au fonctionnement des groupes d'élus, et enveloppe financière qui était ensuite répartie proportionnellement au nombre d'élus dans chacun des groupes. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est de passer d'une logique de proportionnalité intégrale à une logique de seuil en ce qui concerne le nombre d'emplois dont peuvent disposer les groupes d'élus. Et par ailleurs, là où les groupes d'élus disposaient avant de la capacité de pouvoir déterminer le niveau de rémunération qu'ils souhaitaient affecter à chacun des collaborateurs et la façon dont ils pouvaient utiliser l'enveloppe financière qui leur a été octroyée, vous parlez là d'une rémunération qui serait décidée par la collectivité en fonction du niveau de formation de chacun des collaborateurs des groupes d'élus, ce qui pourrait conduire des groupes à avoir des niveaux de rémunération très importants par exemple et d'autres moins, et donc ainsi mettre à mal la proportionnalité entre la répartition de cette enveloppe financière qui était adoptée. Donc là, c'est une toute autre méthode que vous nous proposez aujourd'hui, et je souhaitais vous interroger à ce sujet. Très bien. Il y avait d'autres interventions? Donc sur la 40, moi, je n'ai pas d'informations comme quoi on change les règles sur les groupes d'élus. Donc je suis assez surpris de ce que vous venez de dire, monsieur Gibert, parce que pour moi, il n'y a pas de changement, à moins qu'il y ait eu des changements je dirais, réglementaires ou législatifs là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, il s'agit de voter le fait que les collaborateurs de groupe seront possibles, bien évidemment, pour chaque groupe. Sur la 41, donc j'ai entendu les propos musclés de M. Cadieux, qualifiant cette délibération de coup de force démocratique. Alors je tiens à vous rassurer, Monsieur Cadieux, puisque vous êtes nouveau dans cette enceinte, il s'agit là de reconduire les pouvoirs du maire tels qu'ils existaient. Alors évidemment, dans la phraséologie qui est la vôtre, qui consiste à me traiter de fasciste, je comprends, et c'est très logique. Non, mais c'est très logique que comme vous me considérez comme fasciste ou complice de l'extrême droite, c'est très logique que vous m'accusiez de coup de force démocratique. Là-dessus, il y a une cohérence que je salue dans votre propos. Pour autant, la mise en œuvre de cette disposition lors du précédent mandat ne s'est pas traduite par l'instauration d'une dictature moudinquienne à Toulouse, et je vous rassure donc qu'il n'y en aura pas davantage lors de cette mandature. Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas obligatoire. Vous avez oublié de dire une chose, c'est que c'était prévu par la loi. Parce qu'effectivement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une faculté que le législateur a offert. À partir de là, c'est quelque chose qui s'applique dans les 35 000 conseils municipaux de France, qui permet tout simplement de décider. Alors, vous craignez qu'il n'y ait pas de débat. Alors, je vous rassure là-dessus, parce que les choses sont très, très encadrées par la loi. Le maire a effectivement des pouvoirs exécutifs propres, ce que vous déplorez, mais il est tenu d'en rendre compte à chaque conseil municipal, et la loi dit à la plus prochaine séance du conseil municipal. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on l'a fait aujourd'hui, on a même commencé par ça, ce qui est à l'ordre du jour en premier dans un conseil municipal, c'est le compte-rendu des décisions du maire prises en fonction de la disposition qui vous est soumise aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a débat. Alors, vous n'étiez pas là dans le précédent mandat, mais je peux vous assurer que vos prédécesseurs dans l'opposition ont fait le travail plus que vous nous semblez le penser. Ce n'est pas très sympa pour eux, d'ailleurs. Parce qu'en réalité, il y a eu débat sur ces décisions-là. On évoquait tout à l'heure Madame Morin, en regrettant tous qu'elle ne soit plus parmi nous. Je peux vous dire que cette faculté de débat, elle en a usé. Certains diraient même abusé. Je dirais simplement qu'elle en a usé, et à plusieurs reprises, elle m'a interrogé, mais pas qu'elle, D'autres élus de la minorité m'ont interrogé en disant « Monsieur le maire, vous avez pris une décision et voilà ce que nous avons à dire sur cette décision. » Donc, si vous voulez, le débat que vous souhaitez sur ces décisions, il aura lieu au moment
où le conseil municipal commence. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, lorsque nous déroulons le conseil municipal tout au long de la journée, on aborde évidemment plusieurs domaines de l'action municipale et très fréquemment, les élus de l'opposition s'expriment sur ces questions-là à nouveau, en rattachant leur intervention au thème qui est traité. Donc ça fait une deuxième occasion de débat sur ces questions-là. Troisièmement, j'aurais dû peut-être commencer par là, vous en avez été témoin aujourd'hui, il y a cette tradition, qui est une tradition qu'on pourrait ne pas faire vivre, mais on a tous décidé de la faire vivre, et je crois que c'est une bonne tradition, des propos liminaires. Dans les propos liminaires, vous avez également la faculté de revenir sur les décisions du maire. Et quatrième occurrence d'expression, vous avez bien évidemment le bulletin municipal avec les tribunes qui sont dévolues à l'opposition, et puis l'opposition s'exprime dans la presse, sur les réseaux sociaux en permanence, et pourra s'exprimer là-dessus. Donc je vous rassure, la démocratie n'est nullement étouffée ni menacée par ce que vous avez qualifié de coup de force démocratique. Ça permet simplement la décision. Voilà. Alors après, vous avez dérivé, mais bon, vous connaissant, je serais mensonger si je m'avouais étonné, en disant que je vous avais insulté pendant la campagne électorale, qu'il y avait une cabale contre le maire de Saint-Denis. Voilà, le maire de Saint-Denis, il a été élu contre un de mes amis, M. Hanotin. Voilà. Et M. Hanotin qui a été trahi à Toulouse dans la nuit du 22 au 23 mars par ses propres amis. Voilà, ça ne m'empêche pas d'exprimer mon amitié pour lui. Nous avons siégé ensemble à l'Assemblée nationale, même si nous n'étions pas dans le même groupe. On a siégé ensuite ensemble à France Urbaine. Je me suis rendu dans sa commune pour des réalisations assez remarquables. Donc effectivement, il a été battu, j'en suis désolé. Et quant au nouveau maire élu, effectivement, je n'ai rien contre lui et contre sa personne. Je déplore les attaques racistes, bien évidemment, que je condamne, dont il a été l'objet. Ça, c'est inadmissible. Pour autant, j'ai le droit d'avoir une opinion sur ses premières orientations, qui effectivement sont des orientations que je critique. Voilà. Alors après, je ne suis pas là pour mettre cette personne au pilori, bien évidemment. Je ne critique pas sa personne. D'ailleurs, je critique ses prises de position comme nouveau maire. Voilà. Alors ensuite, Madame Greffy a dit qu'il n'y avait pas assez de conseils municipaux. J'entends ce refrain depuis 12 ans. Je peux vous dire une chose, c'est que les Toulousains, et en 12 ans j'en ai rencontré beaucoup, je n'en ai pas rencontré un seul qui se soit plaint du nombre de conseils municipaux. Donc je considère qu'il s'agit là d'une critique politique qui est parfaitement légitime. Il n'y a pas de problème, mais avec 4 conseils municipaux, nous respectons la loi, les choses fonctionnent très bien. Et puis je rappelle que, de par les lois également, beaucoup de choses ont changé en France ces dernières années. Beaucoup de décisions qui se prenaient ici se prennent désormais à la métropole. Et à la métropole, on a davantage de conseils de métropole parce que la matière a beaucoup grossi. L'idée de délocaliser les conseils municipaux, sur le principe, j'ai rien contre. Je dirais même que ça irait dans le sens du tempérament qui est le mien, puisque j'ai toujours été très partisan d'une action municipale globale, mais prenant en compte la spécificité des quartiers. On l'a eu fait il y a quelques années, Salah Mokran s'en souvient sans doute, puisqu'il était au conseil municipal à cette période-là. Bon, ça fait plaisir chaque fois, je dirais, que de se retrouver dans un quartier. Je ne vais pas vous dire le contraire. Simplement, c'est une organisation, franchement, qui est pas pratique, qui génère des surcoûts, qui génère des efforts et du travail supplémentaire pour les fonctionnaires. Autrement dit, ce n'est pas très pratique parce qu'il faut trouver une salle qui soit parfaitement adaptée, une salle qui soit équipée. Enfin, c'est extrêmement lourd. Voilà pourquoi on y a renoncé. Mon prédécesseur, d'ailleurs, lui-même y avait renoncé. Donc, il n'y a pas de problème de principe, hein, soyez rassurés. Simplement, ce n'est pas pratique. Voilà, c'est pas pratique. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, et je dirais bien au contraire, hein, d'avoir de la considération pour tous les quartiers de Toulouse. Et ici, à travers les délibérations que nous prenons, nous sommes
par définition au service de tous les quartiers et de tous les Toulousains, quel que soit le quartier où ils habitent. Alors, il y a quelques interventions. Je vous donne à nouveau la parole. Monsieur Cadieux, Madame Cabane, Monsieur Piquemal, Monsieur Godec. Il y en a d'autres encore? Je croyais qu'il y avait 2 groupes. Bon, j'ai du mal à entendre, mais je n'entends pas toujours très bien. Monsieur Cadieux. Oui, merci Monsieur le maire. Rapidement, j'ai noté on parlait de paternalisme tout à l'heure, j'ai noté le ton paternaliste de votre réponse à ma remarque. Voilà, c'est bien noté. Cependant, certes, ça ne nous empêche pas de débattre sur les points que vous évoquez, par contre, ça nous empêche de voter. Et ça, il faut que les Toulousaines et les Toulousains le sachent. Voilà. Et vous auriez très bien pu mettre en place un nombre de délégations beaucoup moins important que celui que vous avez mis en place en vertu de la loi, certes. Mais si vous êtes un grand démocrate, monsieur, vous nous laissez voter sur toutes ces thématiques. Merci. Bien, je ne crois pas avoir été paternaliste, mais enfin, si vous l'avez ressenti comme ça, c'est que vous avez une certaine sensibilité psychologique que je respecte. Madame Cabane. Je voudrais faire un complément d'information pour l'Assemblée, parce que vous dites, quand Madame Greffy demande des conseils municipaux supplémentaires, vous dites que c'est inutile et que 4, ça suffit, et que ça permet le bon fonctionnement de nos instances et du conseil municipal. Je vais vous donner un exemple qui prouve justement que non, ça ne permet pas de gérer correctement les affaires de la ville. Je vous invite à rencontrer les personnes, les membres du comité de quartier et les habitants de la Fourguette qui se retrouvent à supporter et imposer un dossier classé ICPE, donc un dossier et une construction qui va avoir lieu dans la ZAC Thibault-Larieux, sur laquelle il est potentiellement installé une nouvelle entreprise contenant des matériaux dangereux. Il se trouve que comme il n'y a pas eu suffisamment de conseils municipaux entre 2 délais administratifs, la mairie de Toulouse ne s'est pas du tout exprimée sur ce dossier et donc le préfet derrière a validé systématiquement et automatiquement cette installation alors qu'on est à proximité de zones d'habitation et que les personnes se sont inquiétées très tôt de l'installation et de potentiellement la délivrance d'un permis pour installer cette nouvelle usine de matériaux dangereux. Donc c'est un exemple qui démontre que le manque de conseils municipaux peut avoir un impact très concret dans la vie quotidienne des gens. Bien, je note donc qu'il a manqué un conseil municipal en 12 ans sur un seul sujet. Qui avait demandé la parole ensuite? Et quel est votre avis sur ce sujet? La parole est à Monsieur Godec. Oui, sur la délibération 141, évidemment, on peut concevoir qu'un certain nombre de décisions, pour des raisons pratiques et d'efficacité de la collectivité, puissent être transférées aux maires pour pouvoir être prises en dehors des intervalles de conseils municipaux. Pour autant, la critique qui a été faite du nombre de conseils municipaux est pertinente et doit être entendue. La démocratie ne peut pas être limitée au minimum légal. Certes, on peut gérer une collectivité avec 4 conseils municipaux par an, c'est légal. Mais si on veut un débat démocrate et éclairé, si on veut respecter l'opposition, comme vous le disiez dans votre discours d'ouverture la semaine dernière, alors on a tout à fait le droit, et là c'est légal. Et c'est même juste, au sens de la démocratie, d'organiser un plus grand nombre de conseils municipaux par an. Et vous pourriez, ça ne vous coûterait rien, d'accéder favorablement à cette demande de l'opposition, qui est une proposition tout simplement pertinente. Et donc, nous vous la reformulerons. Et moi, j'aimerais que vous puissiez y répondre autrement que par l'ironie à cette demande qui permet d'éclairer les débats, qui permet de faire d'une force de proposition et pas simplement d'opposition municipale, et peut-être d'avoir une tonalité différente dans nos débats. Parce que si je ne suis pas nouveau au conseil municipal, j'ai déjà siégé, je note que le ton qui est pratiqué ici, aujourd'hui et la semaine dernière, ne ressemble pas au ton que j'ai connu. Et je vois dans votre posture, malgré les hommages à Henri IV, un ton qui n'est plus du tout le même, et un ton qui est très condescendant à l'égard des conseillers municipaux qui sont dans l'opposition. Je pense que vous pourriez accéder à cette demande et puis avoir une posture qui soit différente à l'égard des forces de proposition que nous représentons. Monsieur Piquemal, vous aviez souhaité prendre la parole, je vous la donne. Oui, je m'associe aux demandes qui ont été faites à M. Moudenc parce que on n'est plus en 2014, on est en 2026. Les pratiques démocratiques, ou les aspirations en tout cas, ont pu évoluer et ont pu changer. Après tout, qu'y a-t-il de bizarroïde ou d'étrange à demander à ce qu'il y ait un conseil municipal
par mois dans la bientôt 3e ville de France. C'est quelque chose qui semble assez logique et désolé de vouloir travailler davantage, avoir davantage de débats sur les décisions qui vont impacter le quotidien des habitantes et des habitants, mais aussi la vision de la ville. Et vous savez que nous avons des visions de la ville qui ne sont pas les mêmes, voilà, et qui méritent du débat. On mérite d'entendre vos arguments, vous méritez d'entendre les nôtres, et puis après, il y a un vote, c'est la démocratie, et on respecte le choix qui en est fait. Par ailleurs, il y a le règlement intérieur. Alors si j'ai bien compris, mais peut-être que je me trompe, on le validera au prochain conseil municipal, c'est ça. Moi, je vous propose quand même qu'il y ait une discussion sur ce règlement intérieur. D'abord parce que lors des propos liminaires, je suis désolé de revenir là-dessus, mais rien ne spécifie qu'en fait, il y ait un temps illimité pour un certain nombre de personnes dans ce conseil et que c'est vous qui décidiez à la fin quand se clôt le débat. Donc il faut le préciser dans le règlement intérieur si c'est ce que vous souhaitez. Ce n'est pas mon souhait, mais on peut en discuter. Et deuxièmement, vous avez rappelé que l'opposition avait un droit de parole, notamment dans le journal à Toulouse. Me semble-t-il, c'est l'article 24 du règlement intérieur actuel qui dresse cela. Mais il y a un impensé qui, à mon avis, doit l'être dans le futur règlement intérieur, c'est la question des réseaux sociaux de la ville de Toulouse, qui sont accessibles aujourd'hui à beaucoup de Toulousaines et Toulousains. J'ai regardé par exemple sur le réseau social Instagram, c'est 150 000 personnes qui suivent l'actualité de la ville et notamment les actions qui sont mises en place par la municipalité. C'est très bien, mais je pense qu'il serait intéressant qu'ils puissent avoir accès à un certain nombre de débats, de positions des différents groupes qui composent le conseil municipal pour avoir connaissance des idées qui sont portées. Donc je mets cela à votre attention et je demande à ce que l'on ait une discussion dessus et que des expressions de groupe mensuelles soient possibles sur les réseaux sociaux de la ville. Merci. Sur le nombre de débats du conseil municipal, c'est un sujet qui est récurrent depuis 12 ans. Depuis 12 ans, l'opposition municipale défend l'idée qu'il faut davantage de conseils municipaux et vous précisez, M. Picmal, qu'il en faudrait un par mois, c'est-à-dire 12 par an. M. Godec indiquant qu'avec plus de conseils municipaux, il y aurait davantage de débats éclairés, davantage de respect de l'opposition. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde la vie dans les 3 instances démocratiques locales que nous connaissons, c'est-à-dire le conseil municipal de Toulouse et le conseil de métropole d'une part, le conseil départemental, le conseil régional, là où l'opposition a le plus la parole, c'est ici et à la métropole. Donc je suis fondé à penser que ce pluralisme, cette richesse des échanges, ce débat, cette confrontation de visions différentes de la ville, tout ça est beaucoup plus vécu, beaucoup plus pluriel et pluraliste ici que dans les autres assemblées locales. Et donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de rajouter des séances du conseil municipal. Nous respectons la loi et une fois de plus, c'est une demande qui est récurrente de la part de l'opposition municipale dans les mandatures successives, mais c'est une demande qui n'existe pas au niveau des Toulousains. C'est une illustration de plus de la distance qui existe entre vous et les citoyens toulousains, donc nous en resterons là. Donc je mets aux voix la délibération 40, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, elle est adoptée. La délibération 41, puisqu'elle a été très discutée, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. La délibération est adoptée. Les autres délibérations que j'ai indiquées, qui ne participent pas, qui s'abstient, qui vote contre, elles sont donc votées à l'unanimité. Nous avons donc traité l'ensemble des délibérations inscrites à l'ordre du jour. Je vous en remercie. Je crois qu'il y a un petit encas pour les membres du conseil municipal. Merci à vous tous. Bonne journée.